Commission reprend ses travaux et souhaitons le bienvenue à M. George Stamatis, Mme Pamela Berardi. Bienvenue à cette commission parlementaire. Comme je l'indique à tous les groupes, vous avez 10 minutes pour votre présentation et ce sera suivi par un échange d'une durée maximale de 10 minutes avec les parlementaires de chaque côté de la table. La parole est à vous. Monsieur le Président de la Commission, Madame la Ministre et Mesdames et Messieurs les députés et chers membres du public, je me nomme Georges Stamatis, étudiant en sciences politiques, et je suis accompagné aussi de Pamela Berardi, bachelière en droit et étudiante à l'École du barreau du Québec au centre de Montréal. Nous sommes devant vous aujourd'hui en tant que citoyens et personnes qui s'inquiètent beaucoup sur le sort des centres jeunesse et ainsi le projet de loi 125. Durant les dernières années, j'ai personnellement exercé différentes fonctions comme jeune ambassadeur canadien pour le Comité jeunesse des Nations unies depuis 2002 et aussi ancien vice-président d'un comité jeunesse de centre jeunesse. Je commencerai donc cette présentation en vous exposant notre mémoire qui porte plusieurs aspects, dont l'utilisation d'unités sécuritaires pour les jeunes faisant l'objet d'une ordonnance en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse. Depuis 1975, l'utilisation des unités sécuritaires est devenue pratique courante et abusive au sein des centres jeunesse. Cette dernière a fait l'objet de plusieurs discussions et controverses, et ce, à deux niveaux législatifs. Premièrement, au niveau des amendements apportés en 1984 à la LPJ, et deuxièmement, au niveau constitutionnel et quasi-constitutionnel. Par rapport à la Charte des droits et la Charte canadienne. Comme vous le savez peut-être, ces unités sécuritaires et celles d'isolement existent dans chaque centre jeunesse du Québec. Notre opinion est très claire là-dessus. À ce sujet, il est complètement illégal, immoral et anormal de placer un jeune dans une telle situation lorsque celui n'a pas commis aucune infraction criminelle. On le restreint sans avoir du personnel qualifié et formé pour intervenir convenablement, par exemple psychologues et psychiatres. Les centres jeunesse prétendent également que ces jeunes sont placés dans ces unités pour leur garantir un minimum de sécurité envers eux-mêmes et envers les autres, pour des raisons cliniques. Logiquement, s'il n'y a pas de personnel formé en psychologie ou en psychiatrie, qu'il n'y a pas non plus de personnel, de professionnels de santé, cette mesure qui nous semble abusive ne peut avoir lieu sous prétexte qu'elle est utilisée à des fins cliniques. Au cours des années, différents rapports ont été faits à cet égard et ils critiquent toute la mauvaise utilisation de cette pratique. En 1975, le rapport Batcha du Comité d'études sur la réadaptation des enfants et adolescents placés en centre d'accueil, présidé par Manuel Batcha, ancien travailleur social notoire, recommandait qu'aucun enfant faisant l'objet d'une mesure de protection en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse ne puisse être admis dans un centre ou unité sécuritaire. En 1982, le rapport de la Commission parlementaire spéciale sur la protection de la jeunesse, dont la présidence était assurée par Jean-Pierre Charbonneau, actuel député, et la vice-présidente par Christos Syros, ancien député à l'Assemblée nationale du comté Laurier-Dorion, invoque, il nous apparaît d'affirmer très clairement dans notre législation que ces unités sécuritaires ne doivent jamais devenir des prisons pour adolescents. Différentes instances judiciaires ont aussi eu diverses opinions par rapport à l'utilisation de ces unités sécuritaires. En fait, il faut se rapporter à une importante décision rendue par le juge Jacques Dugas
de la Cour supérieure du Québec de Montréal. En 1986, le juge Dugas a confirmé que de mettre un jeune dans une unité sécuritaire était contraire et violait les garanties juridiques qu'accorde l'article 24 de la Charte québécoise. De plus, une opinion juridique faite en 1998, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec concluait que, compte tenu de la rédaction actuelle de la Loi sur la protection de la jeunesse, les modifications législatives apportées à cette loi en 1984, qui ont supprimé toute référence aux unités sécuritaires et aux sauvegardes procédurales, qui encadraient le recours à ce type d'hébergement, l'encadrement intensif, dit statique, qui se caractérise de mesures restrictives de liberté, de telle sorte que l'enfant, dont la liberté est déjà restreinte pour des motifs prévus par la loi et selon la procédure prescrite à la suite d'une ordonnance d'hébergement obligatoire, se retrouve privé de sa liberté résiduelle, ne respecte pas les droits garantis à l'enfant par l'article 24 de la Charte et, en conséquence, ne respecte pas les droits qui sont reconnus par les articles 3 et 8 de la LPJ. Finalement, nous sommes d'avis que le libellé de l'article 11.1 ne devrait pas comporter des mesures d'encadrement intensif ou d'unité sécuritaire. Nous croyons que si le Québec ne retire pas les mesures proposées à l'article 11.1.1 et approuve toujours l'utilisation des unités sécuritaires, comment je pourrais dire, que le Québec ne pourra plus se conformer et respecter la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations unies, comme qu'il s'est engagé en ratifiant le 9 décembre 1991. Par conséquent, le Québec démontrera à la société le statut peu important qu'il accorde à la Charte des droits de la personne du Québec, document dit quasi constitutionnel. Selon nous, aucune mesure disciplinaire ou de contrôle de la situation de danger ne peut être mise en place dans l'intérêt d'un jeune si elle va à l'encontre d'un droit reconnu par la Charte ou la Charte canadienne. Cependant, si le gouvernement du Québec, par le biais de sa ministre, prétend que quelques jeunes en difficulté puissent, comme dernier recours et pour la période minimum requise, être placés dans des unités sécuritaires, des dispositions doivent être établies afin de régir et encadrer cette mesure de dernier recours. Une liste de critères d'évaluation clairs doit aussi être annexée à la LPJ. Nous estimons que, premièrement, ces dispositions doivent être fondées sur le droit actuel, être assorties de critères stricts et ne constituer qu'un dernier recours, et ce pour une période minimale requise. Deuxièmement, un recours devrait être prévu pour permettre aux parents et à l'enfant de faire réviser la décision discrétionnaire du directeur en matière de mesures d'isolement et d'utilisation d'unités sécuritaires. Je veux juste vous aviser, M. Tomatis, il reste 2 minutes. Oui. La durée d'une telle mesure ne devrait pas être laissée à l'appréciation ainsi qu'à la discrétion du directeur sans qu'il ait de mesures de contrôle strict. Si c'était le cas, il devrait y avoir un droit de révision prévu par la Cour dans les 48 heures qui suivent l'intervention. Quatrièmement, le directeur de la protection de la jeunesse ou son représentant prenant la décision d'envoyer un jeune en unité sécuritaire ou appliquant ces mesures d'isolement devrait immédiatement aviser l'enfant de son droit à un avocat, informer son avocat, aviser ses parents, la commission ainsi que le tribunal si la durée de l'isolement est supérieure à 48 heures et prévoir dans la LPJ une révision fréquente du dossier du jeune. Cinquièmement, les locaux doivent être adéquats et les jeunes dans cette situation doivent être entièrement tenus à l'écart des jeunes contrevenants, jeunes criminels, contre lesquels des accusations ont été portées ou qui ont été reconnus coupables d'une infraction prévue au Code criminel ou à une loi pénale statutaire. 6. Des fréquentes inspections indépendantes, de même qu'un contrôle impartial devrait être exercé. Septièmement, de plus, tout jeune devrait avoir accès à tout temps à un téléphone pour communiquer avec ses parents, travailleurs sociaux, avocats, psychologues
psychiatres ou médecins, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et tout autre organisme qui promouvoit les droits des jeunes. On doit leur donner accès à leurs faits personnels aussi, comme par exemple musique, livre, et il ne devrait pas avoir de règlement de prohibition comme une interdiction d'écouter la musique, lire, de parler avec ses pairs, même lorsqu'ils participent à des activités de groupe. Et aussi, le législateur devrait abolir tout type de punition du genre de prendre son repas à l'écart du groupe. Ultimement, de plus, fournir aux jeunes le soutien et les outils nécessaires afin de s'assurer que les droits des jeunes sont revendiqués ou maintenus selon le cas. Toutes ces mesures sont essentielles car, après tout, nous ferions qu'emprisonner un jeune qui n'a pas été reconnu coupable d'un crime. Merci, M.